Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, sans surprise, on arrive à la fin de l'été, début de l'automne. Il s'agit donc du rendez-vous des renardises. Bref, voilà, des fois, mon corps fait des choses que mon esprit n'a absolument pas calculées. Je le répète à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo des renardises, mais j'aime bien le répéter à chaque fois, parce que des fois, il y a des gens qui débarquent, qui ne savent pas ce que c'est. Attends, elle est censée parler bouquin, et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle nous fait, hein? Qu'est-ce qui se passe? Les renardises, c'est un rendez-vous saisonnier, je le fais 4 fois par année, je parle de plein de choses qui n'ont rien à voir forcément avec les livres, parce que en dehors des livres, j'aime bien plein d'autres trucs. Et depuis le début de cette année, comme c'est un rendez-vous qui est là quand même depuis très longtemps, donc il a un petit peu changé, un petit peu Olivier. C'est qui Olivier? Il a un petit peu évolué avec moi, c'est normal. Bah du coup, il part vers des sujets un peu différents, un peu plus philosophiques des fois, où je prends une thématique, j'ai envie de vous en parler. Il y a eu la bienveillance, il y a eu les ruptures amicales. Aujourd'hui, il y aura encore autre chose, d'un petit peu dans cet effet, je vous parle de quelque chose, une tranche de vie, enfin bref, voilà. C'est le rendez-vous qui n'a pas de règles précises. Pas que les autres vidéos aient des règles, mais en général, je vous parle de livres. Dans celui-ci, je ne parle pas de livres, vous le savez déjà. On commence. Un truc qui ne change pas depuis des années, c'est qu'au début des renardises, j'aime vous parler de films ou de séries télé que j'ai pu regarder parce que, à côté des bouquins, je suis une très très grande consommatrice de séries et de films. Voilà, c'est des fois difficile à jongler entre tout en même temps. Pour ne pas changer, je vous répertorie bien sûr en barre d'infos les différentes choses dont je vais vous parler ici. Et comme toujours, le site sur lequel je me suis inscrite il y a déjà fort longtemps pour répertorier mes films et mes séries vues. C'est Seriebox, je n'utilise que lui, je n'ai pas besoin d'avoir une autre application ou un autre site. Vous êtes toujours énormément à me conseiller d'autres choses à tester, mais personnellement, une fois que j'ai tout rentré dans une base de données, je reste sur celle-là, vous voyez? Parce que sinon, je peux pas. En fait, je déteste m'éparpiller et du coup, une fois que j'ai un truc qui est à moi, qui fonctionne, je reste là-dessus, voilà. Donc, en général, je prends toujours Seriebox sous les yeux pour voir un petit peu ce que j'ai regardé durant la saison écoulée. Et cet été, je me suis enfin lancée dans la fameuse émission Queer Eye, dont j'entends énormément parler depuis le début de l'année. Vous savez, c'est le genre d'émission que vous lancez et vous allez peut-être faire autre chose à côté. Moi, j'ai besoin de temps en temps d'une émission comme celle-ci, où je suis pas 100% focus dessus parce que j'en ai pas forcément besoin. J'ai franchement bien aimé cette émission, j'en ai pas été accro, mais j'ai vraiment beaucoup aimé tous les messages qui sont à chaque fois délivrés. C'est essayer de prendre ce que cette personne a déjà en elle ou sur elle et d'en faire de quelque chose de bien. C'est ce que j'ai aimé en fait comme message à travers cette émission. C'est pas du tout le genre allez on te change radicalement. J'ai bien aimé suivre ça cet été parce que c'était vraiment l'émission un peu feel good, où les gens sont gentils, où ils apportent des bonnes choses, où ils sont pas dans le jugement, etc. Pour moi cet été il y a eu 2 grosses suites de séries, je parle bien sûr de Anne with an E et puis de Orange is the New Black. Vive les titres anglophones, merci. Bon bref, Anne avec un E, le orange et le nouveau noir. C'est des séries qui sont radicalement à l'opposé l'une de l'autre. J'ai vraiment beaucoup aimé la dernière saison de Orange, c'était très différent des saisons précédentes. On avait vraiment atteint un certain stade dans la saison précédente où je me disais mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui est possible? Et en même temps, grâce à ça, eh bien plein de choses ont été possibles justement. J'ai bien aimé la fin de cette saison en fait. J'ai pu lire à droite à gauche que en effet ce serait probablement la dernière saison l'année prochaine. Moi, ça me va. Et puis vers la fin de l'été, il y a eu une merveilleuse découverte que je ne m'attendais pas du tout à faire parce qu'en fait je n'étais absolument pas au courant que cette série adaptation était en cours, avait été faite. Je suis tombée des nues en cherchant des épisodes des 100, donc voilà parce que j'ai fini la saison actuelle des 100, qui était très bien d'ailleurs. J'ai découvert que HBO avait adapté le roman Sur ma peau, donc Sharp Objects de Gillian Flynn. Et j'étais pas au courant! C'est une mini-série comme c'est les faire HBO, ils avaient déjà édité Big Little Lies de Liane Moriarty comme ça, et là il y a Gillian Flynn et Amy Adams, donc l'actrice qui joue le rôle de Camille dans la série, qui se sont mis ensemble pour réaliser cette série, et elles le font divinement bien. Ce livre déjà de base avait été un énorme coup de cœur quand je l'avais lu. Gillian Flynn, j'ai lu ses 3 romans, je n'ai pas lu sa nouvelle parce que honnêtement ça me branchait pas trop, et j'ai vu les adaptations. Il me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons, on va dire, mais je me sens énormément proche du personnage de Camille, le personnage que va incarner Amy Adams à l'écran. Elle va donc jouer le rôle de Camille, qui est une journaliste, qui va être mise sur une affaire de disparition, de meurtre de petites filles dans une petite ville, Wine Gap. Et, manque de bol, cette petite ville, c'est la ville qui l'a vue grandir. Donc elle y va un petit peu à reculons, elle va sonner chez sa mère pour qu'elle puisse l'héberger, et on sent déjà le gros bagage bien lourd de la famille
qui t'a fait des sales coups et avec qui t'as légèrement beaucoup coupé les ponts. Forcément, avec son boulot, elle touche de très près à l'enquête et ça plaît pas du tout à sa mère, par exemple. Et cette série, cette adaptation, ce livre, c'est juste dingue. Enfin voilà. Je me suis pas ennuyée une seule seconde et pourtant, c'est assez spécial comment c'est fait, comment c'est réalisé. Pour moi, c'est une série, si tu ne la regardes pas à 100%, tu vas louper des trucs. Plein de scènes qui se superposent, qui n'ont pas forcément toutes toujours un lien les unes avec les autres. Donc du coup, ça va très vite. Mais tout d'un coup, ça va très lentement, dans le sens où l'affaire prend son temps. Ça fait 20 fois que j'essaie de le dire en anglais, donc je vais pas le refaire. Après avoir vu le film Netflix À tous les garçons que j'ai aimés, je me suis prise d'affection à me refaire des teen movies. Voilà, le teen movie. Ce film un petit peu, souvent, pas tous, mais certains, un peu concon, un peu facile, un peu naïf, mais qui fait terriblement du bien. Enfin moi, c'est vraiment le genre de film, ça me fait du bien au moral, quoi. Voilà. Du coup, j'ai regardé À tous les garçons que j'ai aimés avant, j'ai regardé The Kissing Booth, qui était bien. On va pas dire que c'était génial, mais il était bien. J'ai regardé encore Easy A, Easy Girl avec Emma Stone, que j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, je me suis fait une petite liste, on en a parlé sur Instagram, on a fait la liste des j'ai déjà vu, mais je compte revoir, et la liste des vous m'avez conseillé et je compte les regarder. Et voilà, petit à petit, je me les refais, et c'est vraiment un réel plaisir de rentrée scolaire. Voilà, parce qu'il y a un truc que je déteste, c'est la rentrée scolaire, mais par contre, il y a un truc que j'aime bien dans la rentrée, c'est les films du style, voilà. Beaucoup le savent, j'en parle pas énormément sur la chaîne, mais je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, depuis la naissance de ma fille et un tout petit peu avant, je me suis mise à vouloir aller vers une démarche, une vie avec moins de déchets, vers le zéro déchet. C'est difficile pour moi de vraiment fonctionner au zéro déchet, voilà, je ne suis pas Bea Johnson malheureusement, aller vers du vrac, aller vers beaucoup plus de réutilisables, mais la plupart du temps, le zéro déchet est lié au blog ou alors à Instagram. Voilà, donc je vous inviterai à, si jamais, à aller voir l'un des deux, si ça vous intéresse. Il y a plusieurs articles déjà qui sont présents sur le blog. Et puis il y a quelques semaines, j'ai été contactée par le moteur de recherche Ecosia. Ils me proposaient un partenariat, donc merci à eux, parce que du coup, cette vidéo renardise, elle est aussi là pour eux et faite grâce à eux. Ils m'ont proposé de recevoir le livre de Julien Vidal, ça commence par moi. Vous avez déjà peut-être entendu parler de Julien, il a pas mal fait parler de lui sur les réseaux sociaux notamment, moi c'est comme ça que je l'avais découvert, avec ses actions, et il les répertoriait sur un blog où il parlait de son avancée vers un mode de vie plus sain, plus écologique et plus respectueux de la planète. À la rentrée est sorti son livre où justement en fait il va faire un espèce de condensé de son blog, il va y aller mois par mois à nous raconter les prises de conscience qu'il a eues, qu'est-ce qu'il a voulu mettre en avant, qu'est-ce qu'il a mis en place, et il le fait en fait avec beaucoup de simplicité et une façon très déculpabilisante. Moi j'ai trouvé que c'était un livre hyper accessible, j'ai pas pu le lire complètement en entier, mais je l'ai énormément feuilleté et je l'ai énormément corné et stabilo-bossé, parce qu'en fait il va nous dire que des fois il a voulu aller trop vite vers une action écologique et que ça n'a pas fonctionné, à vouloir des fois aller trop vite et on se casse la gueule, c'est souvent ce qu'on dit, voilà. Je vous conseille le livre de Julien, pourquoi ? Parce que déjà ça va vers une démarche qui, moi personnellement, me tient à cœur, mais aussi parce que quand vous achetez le livre de Julien, eh bien vous plantez un arbre grâce à Ecosia, les deux sont en partenariat. Et puis la troisième chose que je me suis quand même empressée de regarder si c'était bien le cas, et en effet ça l'est, c'est imprimé sur du papier blanchi sans chlore, recyclé à 100% pour l'intérieur et à 80%, donc 80%, pour la couverture. Ça c'était pour le livre de Julien, et maintenant Ecosia. Si vous connaissez pas Ecosia, c'est assez facile finalement, c'est un moteur de recherche comme n'importe quel autre. C'est un moteur que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. Ça mange pas de pain, c'est un moteur de recherche et qui toutes les 45 recherches que vous allez faire va planter un arbre. Vous allez planter un arbre juste parce que vous avez cherché des renseignements sur internet. L'autre avantage que je trouve à Ecosia, c'est qu'il s'engage à ne pas garder d'informations sur vos historiques de navigation. Il ne partage pas vos données, etc. Aujourd'hui, Ecosia, c'est sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon ordinateur. D'ailleurs, il faut absolument que je pense à le faire aussi sur les ordinateurs du boulot. Voilà, je vais le proposer à mes collègues quand je vais revenir de vacances, tu vas voir. Du coup, si vous connaissiez pas Ecosia, je vous laisse en barre d'infos un lien pour découvrir et peut-être l'installer sur votre ordinateur, pourquoi pas. Vous l'aviez déjà installé et que vous l'utilisez déjà tout le temps,
bravo à vous. Il y a aussi un autre moteur de recherche que Julien cite dans son livre, c'est Lilo, qui là est plus en lien avec l'eau, si je me trompe pas, qui reverse aussi ensuite de l'argent à des associations. Restons dans un domaine éco, zéro déchet, etc. Mais ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de ma routine de peau. Depuis la naissance de ma fille, donc bientôt 2 ans, je suis passée aux huiles végétales pour le visage. Je n'achète plus de crème de jour, de crème de nuit, de crème de yeux, de crème de... Enfin bref, toutes les crèmes qui existent au monde pour à peu près tout ce que tu veux. Ça, je n'achète plus, c'est fini. À chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet, on est obligé de le répéter, mais il n'y a pas de souci. Je suis pas dermato, je suis pas médecin, donc peut-être que ça vous irait, ce genre de procédé pour votre visage, mais peut-être que non. Voilà, donc à vous de voir, à vous de tâtonner, à vous de vous renseigner. Moi en tout cas, chez moi, ça fonctionne, et c'est hyper efficace depuis maintenant 2 ans. Je me souviens que quand j'avais commencé, j'étais à l'huile de pépins de raisin. Et puis, on m'avait fortement conseillé l'huile végétale de jojoba, que j'avais de la peine, malheureusement, à trouver dans le commerce. Et puis, un beau jour, le magasin en vrac de Fribourg, dans lequel je me rends pour faire mes courses en vrac, proposait de l'huile de jojoba qu'on pouvait ensuite venir re-remplir dans nos petits flacons. Donc, c'est ce que j'ai fait, ça fait maintenant 1 année et demie que je suis passée à l'huile de jojoba matin et soir pour ma peau, et j'en avais parlé sur Instagram, et beaucoup étaient très curieux en fait de ce que faisait l'huile de jojoba. Je commence le matin en me nettoyant le visage avec de l'eau florale. J'utilise celle de lavande qui vient de chez Carte, c'est aussi une eau florale que je peux remplir au magasin en vrac, donc ça m'évite de à chaque fois racheter des bouteilles d'eau florale. Coton réutilisable, j'avais acheté ceci chez Nature et Découverte, c'est la marque Les Tendances d'Emma. Ce que j'aime avec ces cotons là, c'est qu'ils ont un côté tout doux et un côté un peu plus voilà, un peu plus gommage, on va dire. Donc le côté tout doux pour le matin, le côté gommage pour le soir, ça fait très bien le boulot. Le matin, je mets 2 gouttes d'huile de jojoba sur le visage, donc vraiment 2 fois, voilà, pas plus, ça suffit pour faire tout le visage, largement même le cou, un petit peu sur les mains. Et l'avantage, elle est faite pour les peaux mixtes à grasse. C'est ce que j'ai personnellement, j'ai une peau mixte à grasse qui est assez compliquée à gérer. Mon seul conseil avec l'utilisation d'une huile végétale, ou en tout cas celle de jojoba, c'est que oui, forcément, quand tu viens d'en mettre, c'est un peu gras, ça reste de l'huile, on est d'accord. Donc il y a ce petit côté huileux qui reste un petit peu. Mais la peau va l'absorber super vite. Le temps que tu passes tes fringues, tu peux te maquiller, il n'y a pas de problème, voilà. Et d'ailleurs, en vous parlant de maquillage, je sais plus si je vous avais parlé de la poudre couleur caramel, c'est la marque maintenant que j'utilise depuis un sacré bon moment pour le teint, pour plein de choses, parce que j'utilise aussi leur mascara qui est super, donc leur fond de teint minéral, poudre, etc. est vraiment nickel. J'adore en fait le rendu qu'il fait sur la peau, parce que c'est pas plâtré, mais tu brilles pas. Il y a vraiment la balance entre les deux, et ça fait super naturel, tout en cachant les trucs que t'as pas envie forcément qu'on remarque. Le mascara, j'ai dû en essayer plusieurs chez eux, et finalement je me suis arrêtée sur le mascara volumateur, qui est parfait. À une époque j'avais le simple mascara, je crois allongeant, et je le trouvais pas fou du tout, mais là j'ai testé le volumateur, il est super bien, vraiment. Et puis arrive le soir, tu rentres chez toi, t'as qu'une hâte, c'est de virer tes fringues, de mettre dans un truc hyper confortable, et de te démaquiller. Voilà, alors déjà que l'été, en général, je me maquille pas beaucoup, mais même, t'as envie de te nettoyer, de te débarbouiller, etc. Donc moi, le démaquillant, voilà, encore et toujours. Vous pouvez utiliser des huiles végétales différentes pour un petit peu près tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, l'huile végétale de coco, par exemple, ne me convient absolument pas, vraiment pas du tout, donc j'oublie, et je préfère tout faire avec la jojoba, parce que comme ça, en plus, j'ai qu'un seul flacon, ça prend pas de place. Une fois que j'ai fait ça, je file sous la douche, je nettoie le visage, normal, voilà. Après de nouveau, on recommence au floral, mais avec le petit côté un peu gommant, voilà. Et on revient à l'huile de jojoba, encore une fois, oh là là, c'est compliqué. Le soir, j'en mets un tout petit peu plus, 1, 2, 3, voilà, ça suffit, mais c'est un peu plus hydratant du coup pour le soir. Et les semaines ou les mois où c'est un petit peu plus difficile parce que tu as une peau mixte et grasse en même temps et que du coup, des fois, elle te fait un petit peu des misères, n'est-ce pas? Voilà, ça arrive, comme là ou là. Et bêtement, j'utilise une goutte d'huile essentielle de lavande vraie que je mélange à mon huile de jojoba et que, voilà, je me mets sur le visage. Alors attention avec les huiles essentielles, c'est un sujet hyper épineux. Ne jamais tester une huile essentielle directement sur sa peau, la mélanger avec des huiles, je suis pas une pro dans ce domaine. Moi-même, j'applique ce qu'on me dit, ce que j'entends, ce que je lis, etc. Pour les boutons, les imperfections, il y a pour moi 2 huiles essentielles qui sont essentielles.
Oui, bon, elle était facile, ok. C'est la lavande vraie et la titri, l'arbre à thé. Voilà, en général, c'est les trucs qui sont le plus conseillés. Moi, comme j'avais pas d'arbre à thé dans ma pharmacie, et que j'avais lu un jour que la lavande, ça faisait très bien le travail, voilà, et comme mon eau florale, c'est déjà de la lavande, tu vois le combo, c'est génial, c'est super, et ça fait ses preuves surtout. C'est vraiment pas des conneries, c'est vraiment très très efficace. Jamais je reviendrai en arrière vers des crèmes, des machins, des sticks, des bidules, des asséchants, j'ai pas une acné non plus. J'ai de temps en temps des boutons et des imperfections. Donc encore une fois, je répète, parce qu'il me semble que quand tu répètes pas ce genre de choses après, ouais mais t'avais dit que... Renseignez-vous. Renseignez-vous, faites vos tests aussi, mais faites toujours très 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 attention. Voilà, prenez très grand soin de vous avec ce genre de choses. C'est naturel certes, mais des fois, voilà, faut faire quand même un petit peu attention. Et je suis pas la science infuse. Ce qui fonctionne pour moi, ça fonctionnera peut-être pas pour vous. Voilà. Le dernier sujet, en général, c'est un sujet justement un petit peu tranche de vie, où on papote de choses et d'autres. Donc ce sont en général des sujets où je m'excite beaucoup moins que d'habitude, parce qu'en général je suis un peu sur les vidéos. Le sujet du jour n'était absolument pas prévu à la base. Je me demandais de quoi j'allais vous parler, j'avais peut-être bien envie de vous parler de tatouage, mais il est toujours pas fini. Ouais, il faut que je prenne rendez-vous, je sais. Donc quand celui-ci sera fini, je pense pour les prochaines renardises, là on parlera tatouage, mais pas cette fois. Du coup le sujet blabla, réflexion, etc. du jour, ça va concerner la phobie scolaire. Oh putain, et la phobie du soleil qui se barre, on peut en parler ou pas? J'ai pas franchement réfléchi à la façon dont j'allais aborder le sujet, parce que c'est venu un peu sur le tapis comme ça. Il y a une jeune femme qui l'autre jour est venue me parler en message privé sur Instagram et qui m'a posé des questions par rapport à la phobie scolaire, parce que je l'ai déjà évoqué 2-3 fois mais sans entrer dans les détails, et qui m'a demandé comment voilà j'étais passée par-dessus, etc. Et voilà, si une fois je comptais en parler. Et en fait c'est assez drôle qu'elle me parlait de ça, parce que ça fait 10 ans, ouais à peu près, 9 ans, que j'ai un article sur le sujet qui traîne dans mon drive, qui traîne dans mon ordinateur, qui, voilà, à chaque fois je l'efface, je le recommence, etc. parce que je ne sais pas comment aborder ce sujet réellement. Donc si en 10 ans j'ai pas réussi à mettre les mots que je voulais dessus, certainement que je n'y arriverai pas aujourd'hui. Mais on va essayer quand même. Quand j'ai commencé l'école, et là je vais pas non plus m'étaler franchement sur le sujet, je suis dans une ville bilingue, français-allemand, et malheureusement les écoles bilingues, donc à moitié français, à moitié allemand, n'existent pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Et mes parents, pour me donner plus de chance dans la vie, ont décidé de me mettre en école allemande, c'est-à-dire que ma langue maternelle c'est le français, je parle le français à la maison, avec mes amis, avec ma famille, mais j'allais aller dans une école où on ne parlait que l'allemand. Tes maths étaient en allemand, les cours de bio étaient en allemand, les cours de dessin, les cours de gym, enfin bref, tout était en allemand. Forcément, à 6 ans, je me suis pas autrement posé la question. Bon, voilà, je vais aller à l'école en allemand, point. En plus, une copine que je venais de me faire, elle aussi allait aller dans cette école-là, donc on allait être ensemble. Seul petit hic, c'est que je ne parlais pas un broc d'allemand. Je savais dire ja, nein, et c'est à peu près tout. Bon, par contre, je vais pas vous faire un tableau de conversion. Les années de primaire, ça correspond à ces années-là en France ou en Belgique, au Québec. Enfin bref, je vais parler pour moi parce que c'est comme ça que ça va sortir le mieux. Donc je suis arrivée en 5e primaire. Et quand je suis arrivée vraiment à ce moment-là à l'école, à la rentrée de ma 5e primaire, j'étais pas très bien. J'avais pas envie d'être avec ces gens, j'étais pas à l'aise, je savais qu'on me reprochait beaucoup en classe de ne pas lever assez la main, et du coup ça m'a vraiment mis une angoisse, mais sauf que j'arrivais pas à m'intégrer à ma classe. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble et pourtant je me sentais pas à l'aise, les garçons de ma classe me faisaient peur, alors qu'ils étaient pas méchants, enfin voilà, c'était des garçons et des filles, enfin l'école, bref. Il y avait jamais eu de choses terriblement méchantes, mais je me sentais pas bien. Et puis malheureusement il s'est passé un truc avec ma meilleure amie où ça a été un petit peu loin. En fait je l'ai appris beaucoup plus tard, aujourd'hui maintenant quand on en reparle de temps en temps, où elle m'a confié que elle, en fait, elle essayait des fois de me pousser un peu à bout pour que je me dépasse, pour que j'arrête d'être timide, pour que je prenne confiance en moi en fait. Et sauf que des enfants de 10 ans, 11 ans, voilà, il n'y a pas le même tact, et ça a commencé à être très problématique pour moi avec elle. J'ai vraiment développé une peur, vraiment, oui, une phobie en fait d'aller en classe le matin, de rentrer, manger chez cette meilleure amie à ce moment-là, parce que ma mère pouvait pas me faire à manger à midi, donc du coup fallait que j'aille manger là-bas, et j'avais vraiment cette boule en fait qui grossissait, et c'était très anxiogène.
Et un jour, j'ai dit à mes parents que j'avais très très mal au ventre. Donc bon, pas d'école. 2 jours, 3 jours. J'ai pas été à l'école pendant 1 mois et demi. Sur une scolarité, bon, c'était un petit peu long pour le coup. J'ai loupé plein de trucs. Et puis, mes parents se faisaient énormément de soucis parce que du coup, j'ai fait une batterie de tests incroyable. J'ai fait des radios, des machins, j'ai bu des trucs pour qu'on puisse voir ce que j'avais quelque chose au ventre et tout et tout. Et un soir, je me souviens parfaitement de la scène, j'étais dans ma chambre, ma mère entre, et j'arrivais pas, avant ce soir-là, j'arrivais pas à mettre des mots corrects sur ce que je ressentais, et je lui ai tout simplement dit, je veux pas aller à l'école. Je veux pas aller à l'école, j'ai peur, j'ai pas envie, ça me plaît pas, j'aime pas ça, et en plus il se passe ci et ça avec elle, donc voilà, ça a été vraiment le lâcher de vanne, parce que enfin, j'arrivais à comprendre pourquoi du dimanche soir au vendredi soir j'avais mal au ventre et que samedi dimanche ça se passait bien. Du coup mes parents ils savaient plus trop quoi faire parce que l'école à la maison c'est pas trop possible malheureusement dans notre canton, là où on vit à Fribourg. Tu peux pas te dire je vais faire l'école à la maison comme ça, il y a des règles malheureusement. Je sais que dans d'autres villes de Suisse c'est possible mais pas chez nous, j'ai appris ça. Et du coup, ils ont été discuter avec les profs, comment on pouvait faire, etc. Donc du coup, les profs ont été vraiment très cool. Et comme j'avais quand même loupé 1 mois et demi, que de base, j'étais pas l'élève la plus studieuse de ma classe, mes parents se sont mis d'accord et ils m'ont demandé si j'avais envie de refaire cette année. Donc de répéter, de rester dans la même école certes, mais du coup de changer de classe, quoi, de plus être avec les mêmes personnes. Et ça a été une très bonne idée. Ça m'a vraiment sauvé la vie pendant 2 ans. Et du coup, ça s'est très bien passé. J'ai refait ma 5e primaire, j'ai été en 6e primaire, et j'étais avec des gens avec qui je me sentais bien. Voilà. Il y avait ce côté où j'avais une année de plus, donc du coup, j'étais un petit peu plus confiante parce que j'étais la plus grande. J'avais déjà vu une partie du programme, donc là aussi, je me sentais un peu plus à l'aise. Et ça n'a pas empêché que quand je suis arrivée ensuite au CO, au cycle d'orientation, donc l'école qu'on fait entre 14 et 16 ans, 17 ans, j'étais bien, j'étais dans un degré tout à fait acceptable, enfin bref, rien à redire à ce niveau-là. Et au cycle d'orientation, tu es donc adolescent. Et avec l'adolescence, comment vous dire, ça a été encore un petit peu plus compliqué que ça. Je suis arrivée au cycle et j'ai vu la liste de ma classe que j'allais avoir, et je vois le nom de cette fameuse ex-meilleure amie à l'époque. Et là je me suis dit non, c'est reparti pour un tour. Je me suis dit je suis maudite en fait. Elle aussi en fait répétait une année et du coup elle se retrouvait dans la même année que moi et en plus dans la même classe. Voilà. Ce que j'ai énormément apprécié en fait à ce moment-là, ce qui aussi m'a beaucoup aidé par la suite, c'est que avant d'entrer à l'école cette année-là, elle m'a contactée, elle m'a demandé si on pouvait aller manger un truc ensemble toutes les deux. On avait 13 ans quoi, mais enfin bon bref, on a été au McDo du coin quoi. Et elle s'est excusée. Elle s'est excusée du comportement qu'elle a eu envers moi. Et honnêtement, je trouve que pour une enfant de 13 ans à l'époque, je lui tire mon chapeau. Elena, je sais que des fois tu regardes des vidéos, donc voilà, je tenais à te dire que ça m'avait énormément touchée. Et suite à ça, plus rien à redire quoi. D'ailleurs, voilà, vendredi, on va au spa toutes les deux parce que c'est la marraine de ma fille, c'est ma meilleure amie et je sais pourquoi, parce que elle a ce genre de recul aussi, où elle a réussi à se rendre compte de ce qu'elle a fait. Et on est passé à autre chose. Donc ça, déjà, c'était une première étape dans le fait où je me suis dit « Yes, c'est bon, les phobies scolaires, c'est fini !» Parce que je liais ça énormément à elle, en fait, avant. Sauf que non. J'ai assez mal vécu mes 3 années de cycle d'orientation parce que je me sentais, encore une fois, pas à ma place. J'étais très très mal à l'aise avec les autres élèves. J'arrivais pas à être moi-même avec les gens que je côtoyais. J'avais toujours l'impression de tout faire de travers, de pas avoir le bon mot, d'être trop comme ci, d'être trop comme ça. Et forcément, on commence à avoir nos premiers coups de cœur, nos premiers amours, on va dire. Enfin bon, quand je relis à quel point j'étais amoureuse de certains gars à l'époque, aujourd'hui j'appellerais pas ça de l'amour, j'appellerais ça un crush, mais bon, bref. Et il y avait ce truc en moi où je me disais, mais purée, j'ai pas de copain. Ça peut vous paraître débile à ce moment-là, parce que oui, à 15 ans, t'as pas de copain, c'est pas la fin du monde. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était la fin du monde, en fait. Je fixais énormément d'attentes là-dessus. Je voyais toutes mes copines autour de moi avoir des copains, avoir des ex, machin, avoir des histoires et tout, et moi, j'avais rien, quoi, en fait. Et bon, ça, voilà. Petit à petit, je me suis même retrouvée à me dire que j'étais complètement invisible. Parce que on me remarquait pas, on faisait pas attention à moi, et des fois c'est vrai que
À l'adolescence, déjà rien en règle générale, c'est pas très chouette quand tu te rends compte qu'il y a personne qui fait attention à toi, mais à l'adolescence, moi je le vivais vraiment très mal. J'ai pas été victime de harcèlement scolaire. J'en suis très contente, hein. Je dis pas que j'aurais voulu être victime d'harcèlement scolaire, bien loin de là. Et au contraire, je pense qu'il y a des personnes qui, elles, ont été victimes de harcèlement scolaire qui envieraient énormément ma place. T'as été l'invisible de service, c'est-à-dire que les gens ne te remarquaient pas, donc ils te faisaient ni du bien, mais ils te faisaient pas de mal non plus. J'ai subi quelques moqueries, on va dire. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que c'était des moqueries assez graves quand même, parce qu'on m'a fait croire que j'étais anorexique. On se moquait de moi parce que j'étais très très mince, et que j'ai toujours eu cette morphologie-là, hein, voilà. Et en fait, en cours de piscine, en cours de gym, etc., on venait me dire « Non, mais Margot, je pense qu'elle a des problèmes de santé. Quand même, je pense que Margot, elle est anorexique. Margot, tu sais, si ça va pas, faut que tu te confies, etc. » Alors que j'avais rien, bordel. Du coup, au cycle d'orientation, je dirais pas que c'était une phobie scolaire, hein, parce que j'avais un peu dépassé le stade, mais j'ai toujours détesté l'école, en fait. Que ce soit les contrôles, les oraux... les oraux, c'était tous les exposés, tous les trucs. Dès qu'il fallait dire un truc devant 25 élèves plus un prof, c'était maladif. Je voulais pas y aller, j'y allais à reculons, et en fait, j'habitais en campagne, j'allais à l'école en ville, et quand je prenais le bus le soir pour rentrer à la maison, on passait devant une autre école où des gens devaient monter pour rentrer chez eux, et du coup le bus était blindé. Et j'étais mal, j'étais terriblement mal à l'aise. C'était pourtant des gens qui avaient mon âge, mais je ne me sentais pas à l'aise avec eux, quoi. J'étais vraiment crispée durant tout le voyage, jusqu'à ce que, enfin, libération, les portes s'ouvrent, tu essayes vainement de sortir de ce bus où il y a beaucoup trop d'élèves, et enfin, j'étais toute seule. Mais même là, j'étais pas tranquille, jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et aujourd'hui encore, quand je vois des bandes d'ados ensemble, ça me... Je suis pas bien. Je suis pas bien. Pourtant, encore une fois, comme je le dis, j'ai pas subi un harcèlement constant sur 3 ans, sur 4 ans. J'ai essuyé 2-3 trucs, certes. J'ai vécu l'invisibilité qui, elle, m'a énormément fait de mal. Mais j'avais toujours l'impression qu'on se moquait de moi. Toujours. J'avais toujours l'impression que quand les gens me regardaient, c'était forcément pour se foutre de ma gueule. Mais je vais mieux, je vais beaucoup mieux. Je comprends tellement, quand tu vis cette période-là, à ce moment-là, c'est un long tunnel, très très long, qui n'a absolument pas de lumière au bout. Du coup, c'est difficile en fait de se dire un jour ce sera fini et je vais pouvoir vivre ma vie et passer à autre chose. C'est ce que je ressens enfin aujourd'hui en fait. C'est aujourd'hui, j'ai ma vie, tout va bien, je suis bien, et même si des fois j'ai cette légère petite pic d'angoisse qui arrive à cause de ce genre de moments, ça dure très peu de temps, quoi. Comparé à cette sensation que ça durait des jours et des jours et des semaines et des mois et des années à l'époque, quoi. J'en parle parce qu'en fait, je me suis rendu compte il y a 10 ans, quand je voulais rédiger cet article, que si j'avais eu l'occasion à mon époque, quand j'étais dans cette situation-là, de lire ou de voir ou d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a peut-être traversé un truc un peu similaire, et qui s'en est sorti, et qui aujourd'hui va bien, qui mène une vie d'adulte ou de pas encore adulte, tout ce qu'il y a de plus normal et sereine, etc. Mais ça m'aurait fait tellement de bien. Je pense honnêtement que ça m'aurait fait beaucoup de bien à l'époque, en fait, de savoir ça. Et de me dire, enfin voilà, mes parents avaient beau me le dire, ça va passer, c'est qu'une période. C'était pas la même chose, quoi, à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que j'en parle, en fait. Ça peut peut-être vous sembler un peu trop intime pour certains, je sais pas. Maintenant que ça fait un moment que je suis là, je me dis que c'est le genre de sujet que ça me dérange plus d'en parler. Parce que c'est derrière moi, justement, c'est loin. Pas tout le monde s'en sort de la même façon, on va pas tous vers la même direction. Mais moi, en tout cas, j'ai réussi, je suis contente d'y être parvenue. Et si ça peut rassurer certaines personnes, eh ben, je suis contente que mon petit témoignage ait peut-être pu vous rassurer un petit peu. Voilà. Courage à ceux qui le vivent. On a tous un degré peut-être de phobie différent. Donc quand je parle de la phobie scolaire, on va pas tous le vivre de la même façon, à la même intensité, mais à mon avis c'est important de pas garder ça pour soi. Je l'ai gardé trop longtemps pour moi, à pas savoir comment en parler, à pas savoir que c'était ça en fait. Bon, forcément quand on a 11 ans c'est peut-être un peu plus compliqué, et ça m'a fait mal au ventre, vraiment en fait. C'est fou parce que la douleur que ça me provoquait d'aller à l'école, elle s'est vraiment matérialisé dans mon ventre. J'avais un bloc de béton toutes les semaines dans le bide, quoi.
essayez d'en parler le plus que vous pouvez. Et si vous êtes parent d'enfants qui vous remarquez que l'école c'est un petit peu compliqué, j'espère que vous saurez leur parler, les accompagner, les rassurer. Moi j'espère que je saurai faire ça avec Alice comme mes parents ont su le faire pour moi, parce que vraiment eux ils sont pas à blâmer dans l'histoire quoi, vraiment pas. Ils ont vraiment super bien réagi je trouve, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils m'ont comprise, ils m'ont écouté, ils ont réagi, et j'espère vraiment que je saurai faire la même chose pour ma fille si ça devait lui arriver quoi, voilà. Ces renardises touchent à leur fin, elles sont méga longues, j'ai filmé pendant 1 heure les gars. Voilà, ça va être génial à monter tout ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous, prenez grand soin de vous et à une toute prochaine.